accédera à la grande finale de l'émission. 3 experts, Philippe Glohagen, directeur du Guide du Routard, Sophie Jovillard, animatrice du magazine de voyage Échappée Belle, et Jean-Paul Olivier, journaliste, spécialiste des étapes culturelles du Tour de France, vous livreront leurs anecdotes et conseils pratiques sur ces fleurons de notre patrimoine. Vous avez été près de 200 000 internautes à voter au printemps dernier sur France2.fr pour élire vos monuments préférés, sélectionnés pour leur intérêt historique, artistique ou architectural. Elle est le monument préféré des Vichysois, ça c'est sûr. J'espère qu'il sera le plus beau monument des Français. Tous les jours, Stéphane Bern vous révélera le monument que vous avez choisi pour représenter chaque région. Alors aujourd'hui, quel monument avez-vous décidé d'envoyer en finale pour concourir au titre de monument préféré des Français? Pour le savoir, retrouvons tout de suite Stéphane Bern. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition du monument préféré des Français. Nous avons décidé à notre guise de réunir 2 régions et de vous les présenter tour à tour. Celle de la Franche-Comté et de la Lorraine. Oh, rassurez-vous, c'est juste le temps d'une émission. De la Franche-Comté, on retient les sites naturels, les spécialités gastronomiques ou les savoir-faire séculaires. Mais ce sont aussi de nombreuses fortifications édifiées par Vauban, ou l'exemple unique d'une saline royale. Du côté de la Lorraine, Verdun est le témoin de son passé tourmenté, comme celui jadis florissant des activités minières et industrielles. Mais on pense aussi à la somptueuse place Stanislas à Nancy ou à la magnifique ville de Metz. Une chose est sûre, ces 2 régions ont en commun un patrimoine varié et riche d'histoire. Au programme ce soir, non pas une, mais 2 régions à découvrir à travers leur patrimoine historique et militaire. 2 régions, 2 monuments gagnants à l'issue de l'émission. En Franche-Comté, tout d'abord, nous vous proposons de prendre d'assaut la citadelle de Besançon, édifiée par Vauban, tout comme la forteresse du château de Joux, où fut emprisonné Mirabeau. Enfin, vous découvrirez l'histoire de la saline d'Arc-et-Senans, manufacture royale destinée à la production de sel. Puis direction la Lorraine, avec ou sans sabots, pour battre le pavé de la superbe place Stanislas à Nancy, rendre hommage aux poilus à la citadelle souterraine de Verdun et prendre le train à la gare impériale de Metz, la plus longue de France. Alors, quel monument avez-vous choisi pour représenter la Lorraine et la Franche-Comté? Pour le savoir, retrouvons tout de suite Stéphane Bern. Commençons par la Franche-Comté. 3 monuments se sont disputés votre préférence. Quel est celui qui représentera sa région lors de la grande finale de l'émission à l'occasion des Journées du patrimoine? Découvrons ensemble celui que vous avez placé à la 3e position de votre classement. Imaginez un instant une annonce immobilière de ce genre. À louer, très grande propriété en pierre de taille, bon état, situation exceptionnelle, système de protection, travaux de restauration et d'agrandissement effectués par l'architecte Vauban. À 5 km du centre-ville de Pontarlier. Ah, j'oubliais, location pour le cinéma également. Voici donc en résumé le descriptif sans superlatif du château de Joux, dans le Doubs. Voici le monument que vous avez placé en 3e position, le château de Joux. 1000 ans d'histoire à 1000 mètres d'altitude pour cette forteresse qui fut au Moyen-Âge la propriété des sires de Joux, des seigneurs tyranniques et redoutés dans toute la contrée. Des fortifications de Vauban aux cellules de Napoléon, le château de Joux est un lieu riche en histoire. Belinda, guide dans la région, les connaît toutes. Une des légendes les plus célèbres a pour théâtre ce petit chemin près du château. Commençons notre visite avec les Dames des Entreportes, 3 filles de Joux au caractère bien trempé. Ces demoiselles ne voulaient pas se marier et leur père décide d'organiser un grand tournoi où il convie beaucoup de chevaliers. Le prix sera évidemment la main de ses filles. Voilà, les 3 chevaliers qui gagnent ce tournoi, ce sont les plus forts, mais ce sont également les plus laids. Et pour ces 3 princesses, il est hors de question de les épouser. Elles vont donc s'enfuir du château et vont être pétrifiées sur place. Vous avez les 3 dames, Berthe, Loïse et Hermance.
Derrière ce cruel sortilège se cachent les impitoyables sires de Joux, les propriétaires du château. Ils n'ont pas une très bonne réputation d'ailleurs, puisqu'ils sont connus pour avoir beaucoup pillé, ravagé la comté. Ils ont même installé ici dans la Cluse un péage et demandé à tous les marchands un droit de passage sur leurs terres pour accumuler ainsi pas mal de richesses. Personne n'échappait à leur cruauté. Même Berthe, l'une des 3 filles, pétrifiée dans la forêt. Pétrifiée? Pas tout à fait. Tiens, voilà Berthe. Berthe de Joux, c'était l'épouse d'Amaury de Joux, un des seigneurs du château au XIIe siècle. Ils sont mariés et puis Amaury va partir à la croisade. Mais 4 ans plus tard, c'est un autre chevalier qui rentre et qui lui annonce la disparition de son mari. Berthe finit par se consoler dans les bras du messager. Et oui, qui va à la chasse perd sa place. Leur bonheur ne va pas durer très longtemps, puisqu'un beau jour, Amaury revient des croisades. Amaury revient des croisades bien vivant et il va bien sûr se venger puisqu'il est fou de colère. Pour la faire souffrir, il a décidé de l'enfermer dans le petit cachot qui est ici. Je te laisse regarder. Alors elle pourra sortir une fois par jour, d'après la légende, du cachot, simplement pour aller devant cette petite meurtrière pour regarder le corps de son amant pendu de l'autre côté. Un scénario dramatique que l'on verrait bien sur un écran de cinéma. Si l'histoire n'a encore inspiré aucun cinéaste, le lieu a tapé dans l'œil d'un réalisateur bien connu. En 1994, c'est Claude Lelouch qui pose sa caméra au château et met en scène Jean-Paul Belmondo pour une adaptation très libre des Misérables. Bonjour Bruno. Bonjour Melinda. À cette occasion, Bruno avait réussi à se faire engager grâce à son physique. Il y avait un casting qui était organisé sur Pontarlier, qui était ouvert à tous ceux qui voulaient bien se présenter. Ils cherchaient pour jouer les poilus et les bagnards. Donc je devais avoir une tête de bagnard. Voilà, c'est là qu'on rentrait. Et là, donc, c'est où était joué le moment du repas avec Jean-Paul Belmondo et William Lémergie. En fait, ça servait de cellule. Je vois que depuis, la déco n'a pas bien changé. En 20 ans, ça n'a pas pris une ride. Nous sommes dans les sous-sols du château, un endroit qui regorge de salles et de passages mystérieux. Notre bébelle nationale, fidèle à sa réputation d'intrépide monte en l'air, ne s'est pas privée de réaliser ici une petite cascade. C'est ici que s'est jouée la grande scène du film, la scène où Jean Valjean s'évade par le puits. Il est là depuis plusieurs siècles puisqu'il a été percé à l'époque de Vauban pour éviter qu'en cas de siège, on ne manque d'eau au château. Il fait actuellement environ 103 mètres de profondeur, ce qui en fait l'un des plus grands et des plus larges d'Europe. On a une petite expérience ici. Je vais verser le petit bol d'eau et vous allez voir combien de temps ça met pour arriver jusqu'en bas. Je vous laisse tendre l'oreille. Le décompte commence. Encore un peu de patience. On y est presque. Abracadabra. On comprend que le puits soit devenu l'attraction favorite des visiteurs. On quitte la partie basse pour vous emmener sur la partie haute du château. C'est ici que se trouvent les geôles qui ont accueilli un prisonnier bien connu des historiens. Au château de Joux, on a enfermé un homme illustre que j'adore, Toussaint Louverture, qui a été un ancien esclave qui a libéré la première colonie, Haïti. Napoléon, par contre, en a pris ombrage, l'a fait venir en France et l'a enfermé à vie au château de Joux. Un peu plus tard, au XIXe siècle, 2 autres prisonniers ont marqué les esprits. Louis d'Andigné et Pierre de Suzanais, 2 chouans de Vendée, n'ont qu'une idée en tête. Gilles, guide au château, nous raconte. Alors en arrivant, ils vont commencer à scier les barreaux de la fenêtre avec des petites lames de scie fabriquées dans des ressorts de pendulettes. Et les 2 compères, à force de patience, vont arriver à leur fin. Une fois que le barreau extérieur va être coupé, ils sont prêts pour s'évader. Et là, ils vont confectionner une corde avec les rideaux du baldaquin. C'est pas une légende, on peut vraiment s'évader bien sûr qu'on peut de le faire. prison avec des draps. Gilles, aventurier dans l'âme, joint le geste à la parole. Impeccable dans la scène de la grande évasion. Il m'a même pas vu. Pour Belinda, l'évasion a un tout autre sens, qu'elle nous propose de découvrir depuis le fort Malher, qui fait face au château depuis le 19e. Pour moi, c'est vraiment la vue la plus jolie du château. C'est ma vue préférée. On observe le château perché en haut de cette montagne et on contemple.
On contemple et on se prend à rêver aux histoires fantastiques qui se sont déroulées dans ce château millénaire. Qu'elles finissent bien ou mal, elles ont fait et feront la légende du château de Joux pour les siècles à venir. Qui n'a pas rêvé d'un cadre harmonieux et d'un environnement sain à son travail? Tout le monde l'a souhaité, bien sûr. Mais qui a eu la chance de travailler à la production de sel de la saline royale d'Arc-et-Senans qui réunissait ces deux conditions? Personne. Ça se passait au XVIIIe siècle. Il faut reconnaître que l'ensemble des bâtiments, avec son demi-cercle parfait, l'alignement et la symétrie remarquables, présentent toutes les caractéristiques de l'œuvre architecturale idéale. Même si, au final, la saline ferma ses portes, laissant ses ouvriers sur la paille. Aujourd'hui, la visite de ce monument, que vous avez placé en seconde position de vos votes, ravira les amateurs d'architecture et d'histoire industrielle aussi. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, tous derrière. J'avais fait une petite liste autrefois, il y a vraiment quelques décennies. La saline faisait partie de mon classement sans savoir que je viendrais y travailler un jour. Si Agatha a choisi de poser ses bagages en Franche-Comté, c'est grâce au charme d'un monument dont elle est littéralement tombée amoureuse. La saline royale d'Arc-et-Senans, que vous avez choisi de placer en deuxième position. L'architecte de cet imposant édifice du XVIIIe siècle, c'est Claude Nicolas Ledoux. Et la saline, c'est la cité idéale de cet utopiste des Lumières. Dans une harmonie totale, on y vivait et on y travaillait à l'extraction du sel. Ici, c'est une ancienne usine, une ancienne manufacture royale, où l'on traitait la saumure pour en restituer le sel. C'est-à-dire que c'était uniquement un lieu de cuisson, un lieu de transformation. Qui pourrait imaginer que derrière ce magnifique monument se cache une usine de sel qui a été pensée pour être belle au détriment de sa productivité? Malgré la beauté des bâtiments d'Arc-et-Senans, la production de sel était très faible au total, tout simplement parce qu'il y avait 20 km de canalisation entre l'endroit où on extrayait le sel et les bâtiments. Résultat, Arc-et-Senans sera très peu utilisé. L'édifice est toutefois esthétique et spacieux. Il a surtout été pensé selon une idée très simple. Cette saline a une forme de demi-cercle, tout simplement parce que lorsque Ledoux conçoit son projet, il souhaite que la forme de la saline soit aussi pure que celle que le soleil décrit dans sa course. C'est le soleil ici qui est l'animateur du lieu. Ledoux veut que le soleil mette en valeur les reliefs de la pierre. Un jeu d'ombre et de lumière qui évolue au fil des jours et des saisons sur l'ensemble des bâtiments. Que d'efforts pour un endroit censé être seulement une usine à sel. C'est le seul exemple d'architecture industrielle de ce type pour le XVIIIe. C'est aussi le premier ensemble industriel à avoir été classé au patrimoine mondial, et ça c'est en 1983. Un ensemble industriel pour produire du sel dans le Jura à 500 km de la mer la plus proche, rien ne vous interpelle. L'explication est toute simple. Il y a 210 millions d'années, l'océan arrivait jusqu'ici. Évidemment, l'eau s'est évaporée depuis, mais le sel est resté, entraîné dans le sous-sol par la pluie. C'est ce qui a donné la saumure, matière première pour faire le sel. Xavier, chef pâtissier et originaire de la région, s'est inspiré de cet ingrédient pour nous concocter une confiserie qu'il a appelée le minerai jurassien, des truffes au caramel parfumées à la saumure. Voilà, aujourd'hui c'est une première parce que ce sont mes premières truffes. Mais j'ai peur de les blesser, j'ai peur de leur faire mal. Pourtant, il va bien falloir les croquer un jour, Agatha. Alors, ce mélange sucré-salé? Exquis, exquis. Avec cette petite pointe salée qui revient en arrière-bouche. J'aimerais bien en avoir une autre. J'ai trop mangé de chocolat. Même s'ils n'avaient pas ce genre de pause gourmande, les ouvriers de l'époque qui extrayaient la saumure ici étaient tout de même considérés comme des privilégiés, car le complexe d'Arc-et-Senans était en quelque sorte une petite vie. Alors les ouvriers, eux, logeaient et travaillaient en partie dans les bâtiments qui sont sur le demi-cercle. Dans l'aile de gauche, ici, vous aviez la prison, les cachots. Et l'aile de droite, c'était les lavoirs et la boulangerie communautaire. Ici, c'est l'une des premières cités ouvrières avec logement intégré.
C'était déjà un progrès social par rapport à ce qui se faisait dans les autres manufactures de l'époque. Nicolas Ledoux avait pensé à tout. Un travail et un logement, le tout dans un cadre idéal. Et si vous voulez découvrir l'ensemble d'une manière originale, notre experte a un petit conseil. J'ai découvert les salines royales d'Arc-et-Senans il y a quelques années de cela et je garde vraiment une image de rigueur architecturale. Bon, c'est vrai que j'ai eu la chance de les survoler en montgolfière, ces salines, et c'est vraiment un site majestueux. Si vous en avez l'occasion, tentez l'expérience. D'en haut, vous pourrez facilement identifier les espaces qui font le tour des bâtiments. Des coins aménagés qui avaient une fonction bien précise. Entre les bâtiments et le mur d'enceinte, on trouve une grande partie jardin, qui étaient donc les jardins réservés aux ouvriers à cette époque, à la fois pour compléter leur alimentation et puis éventuellement pour quelques loisirs. Ledoux reprend un peu la pensée de Rousseau dans le sens où le beau engendre forcément le bien. Ce qui veut dire que pour Ledoux, vivre dans un bel environnement minéral ou végétal faisait que tous les gens devenaient tout naturellement bons. L'histoire ne dit pas si tous les habitants étaient finalement d'une gentillesse absolue. Ce qui est sûr, c'est que les jardins sont une invitation à la sérénité. Ça, c'est donc sur l'emplacement des jardins ouvriers d'autrefois. Voilà, donc il y avait toute cette couronne à l'extérieur des bâtiments qui était réservée aux ouvriers pour faire leur potager. Et nous, aujourd'hui, on les a beaucoup transformés et ils accueillent notre festival des jardins. Un festival qui ouvre ses portes du printemps à l'automne. Vous pourrez y découvrir 11 thématiques différentes sur plus de 4 hectares. Un jardin et une cité idéale, ça ne se refuse pas. Cette semaine encore, France 2 vous offre la possibilité de jouer et de tenter de gagner la somme de 2000 €. Pour cela, il vous suffit de répondre à la question suivante. Que produisait-on à la saline royale d'Arc-et-Senans? 1. Du sel, 2. Du miel. Envoyez vite 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou téléphonez au 36 32. Vous avez 5 minutes pour jouer. Le tirage au sort vendredi récompensera l'heureux gagnant. Et l'autre grand gagnant de la soirée, c'est le monument que vous avez placé à la tête de la région Franche-Comté, la citadelle de Besançon. Un monument, certes, un site exceptionnel, à n'en pas douter. Ces travaux de fortification ont duré près de 20 ans et ont coûté si cher que le roi Louis XIV aurait demandé à Vauban si la citadelle n'était pas en or. C'est pourtant la couleur de la médaille que l'on remet au premier sur le podium. Elle n'est certes pas en or, Stéphane, mais bien en pierre, cette citadelle de Besançon. C'est le monument que vous avez placé en première position. Perché sur le mont Saint-Étienne, ce bastion franc-comtois de 11 hectares surplombe la vieille ville. Lionel est historien et 100% bisontin. Il nous emmène sur la colline qui fait face à l'ensemble. C'est ici que l'on peut observer le synclinal. Le synclinal, c'est cet énorme soulèvement, cet énorme plissement géologique sur lequel donc Vauban va asseoir sa citadelle. C'est effectivement le talentueux Vauban qui a fait de Besançon l'une des plus redoutables places fortes d'Europe à la fin du XVIIe siècle. Une époque en pleine évolution sur le plan militaire. Au fil des années, les systèmes de défense avaient changé. Alors, il n'était plus à la petite tour féodale. On était pour de grands ensembles. On était pour des ensembles bastionnés. Et à ce titre, Vauban avait un grand rôle à jouer. Du reste, non seulement on a considéré que c'était une œuvre militaire, cette citadelle de Besançon, mais on est venu du monde entier voir comment elle avait été réalisée, et tout cela par esthétisme. Il n'y avait plus seulement le côté militaire. Le fameux architecte est éternellement lié à la ville. Un personnage qui hante toujours les murs de la citadelle. Ah, monsieur de Vauban. Ah, monsieur Estavoyer. Monsieur de Vauban va bien. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Au XVIIe siècle, la Franche-Comté fait l'objet d'une lutte acharnée entre la France et l'Espagne. Quand Vauban finit de tracer les plans de la forteresse, Besançon passe aux mains des Espagnols, qui se basent sur les notes de l'architecte pour construire eux-mêmes la citadelle. Quelques années plus tard, en 1674, Vauban et Louis XIV reprennent Besançon.
Je retrouve une citadelle qui n'a que les eaux. Néanmoins, je vais rapidement prendre cette place, avec un temps à peu près comme celui d'aujourd'hui. Il a plu incroyablement, mais je savais où je devais attaquer, puisque c'est moi qui l'avais dessiné. Après ses 24 jours de siège, Vauban est de retour à la citadelle. Et obsédé par sa sécurité, il continuera à consolider les fortifications pendant près de 14 ans. Bonjour Lionel. Vous allez bien? Très bien, merci. Chapeau en arrière. Toujours. Capitaine Bois, grand spécialiste de la fortification franc-comtoise. Roland, ancien officier, s'est aujourd'hui transformé en soldat du patrimoine. Son passe-temps favori, arpenter le chemin de ronde dont il connaît chaque recoin. Il y a plein de zigzags sur ce chemin des rondes parce qu'il épouse parfaitement le rocher sur lequel le mur est construit. C'est pas parce que Vauban avait pris un verre de trop le midi, non. C'est parce qu'il suit parfaitement, il l'adapte au rocher. Donc automatiquement, dans certains endroits, il faut avoir un point de vue. On arrive à la guérite de surveillance qui permettait de surveiller la base du mur et le rocher. En matière de défense, on peut faire confiance à Vauban, qui pour ce gigantesque ouvrage n'a pas lésiné sur les moyens. C'est le chef-d'œuvre de Vauban et le plus cher. Et en fait, une citadelle jamais utilisée, sauf en septembre 1944, mais avec les Allemands à l'intérieur et les Américains en bas qui mirent plusieurs heures pour y pénétrer. Aujourd'hui, Lionel rencontre moins de résistance quand il passe les portes dérobées. De l'art de franchir les interdits. Il y a toujours un chantier en cours à la citadelle de Besançon. Séverin travaille sans relâche à sa rénovation depuis des années. Un métier pas si facile que ça à définir. Je ne suis pas un tailleur de pierre. Notre métier, la généralité, ça s'appelle un maçon, mais nous, entre nous, on s'appelle des pierreux. Et on travaille dans l'esprit de Vauban. Voilà. Et l'important quand on fait des monuments historiques, c'est de retrouver l'âme de ce qu'ils ont fait. Le travail de Séverin, enlever les pierres abîmées et les remplacer. Cela peut sembler tout simple, mais pour les connaisseurs comme Lionel, c'est un véritable travail d'orfèvre. C'est le spectacle, hélas, beaucoup trop souvent oublié aujourd'hui de ces métiers de toujours. Et ça, c'est quand même exceptionnel. Lionel est admiratif et il n'est pas le seul. Sans le travail de Séverin et de ses prédécesseurs, la citadelle tomberait en ruine et ne pourrait accueillir les nouveaux locataires du lieu. Car la forteresse abrite aujourd'hui un zoo. Surprenant, non? Et dans ce zoo, c'est Mélanie qui s'occupe des animaux. Les premiers animaux qui sont arrivés ici dans l'enceinte de la citadelle, c'est dans les années 1960. C'était des sangliers et puis des animaux de basse-cour. Adieu veaux, vaches, cochons. Dites bonjour aux lions, singes et autres lémuriens. Il y a même des flamants roses. À ce sujet, Lionel a une question que vous vous êtes sûrement déjà posée. Qu'est-ce que ça mange, les flamants roses? Parce qu'il y a une histoire, on dit qu'ils sont roses à cause des crevettes. Alors, ils mangent effectivement des micro-algues et des micro-crustacés qui leur permettent de pigmenter leurs plumes. Et sans ce pigment, on ne peut plus avoir de comportement reproducteur. Parce que la coloration rose indique que c'est un animal qui est mature et qui peut donc se reproduire. Ah oui. Donc, sans cette coloration, pas d'œufs et plus de flamants, qu'ils soient roses ou pas. La citadelle, c'est aussi un petit peu cette espèce de jardin de la nature que la ville de Besançon offre à ses habitants. Exactement. Et oui, la citadelle de Besançon est vraiment un monument à part. À l'intérieur, vous pouvez y découvrir un jardin zoologique, mais également un aquarium, un insectarium et pas moins de 3 musées. Sans oublier bien entendu les remparts et leur panorama à couper le souffle. Vous avez pu découvrir les 3 monuments sélectionnés en Franche-Comté qui vient de voir la citadelle de Besançon être élue le monument préféré de sa région. Nous la retrouverons lors de la grande finale de notre émission pour les Journées du patrimoine. À présent, je vous le disais en début d'émission, nous avons décidé de fusionner la région Franche-Comté et celle de Lorraine, juste le temps de cette émission, pourquoi pas. Découvrons donc les monuments qui ont retenu toute votre attention en Lorraine. Qui rejoindra la citadelle de Besançon lors de la finale du monument préféré des Français? Parmi les 3 monuments en compétition pour la région Lorraine, lequel avez-vous élu et quel est celui qui a eu la faveur de nos experts? En Lorraine, je pense que c'est la place Stanislas qui va gagner car c'est le lieu de rendez-vous de tous les Nancéens, même si je pense que la gare de Metz a toutes ses chances. Je choisirais la place Stanislas à Nancy. Elle est particulièrement belle et imposante.
J'adore la gare de Metz, malheureusement trop méconnue. Je suis persuadé que les téléspectateurs vont préférer la place Stanislas à Nancy. Qui de la gare de Metz, de la citadelle souterraine de Verdun ou de la place Stanislas avez-vous élu? Découvrons sans plus attendre le résultat de vos votes. Ils sont donc 3 monuments ou sites d'exception à porter fièrement les couleurs de cette région. C'est le cas du site que vous avez placé à la 3e position lors de vos votes sur France2.fr, la citadelle souterraine de Verdun. Reconstitution fidèle de ce que fut le bâtiment et la vie de ces 2000 soldats qui y vécurent lors de la Première Guerre mondiale. Plus étonnant, vous y apprendrez qu'un jeune soldat, Auguste Tin, a choisi le soldat inconnu qui repose sous l'Arc de Triomphe à Paris. Lors d'une cérémonie, le ministre des Pensions, qui s'appelait André Maginot, lui a demandé de déposer un bouquet de fleurs sur l'un des 8 cercueils qui étaient présents devant lui. Auguste Tin a choisi le 6e cercueil parce que la somme des chiffres de son régiment, le 132, 1 plus 3 plus 2, était égale à 6. Voilà une destinée vraiment incroyable. Ces touristes qui montent dans ces petits wagons ne s'apprêtent pas à faire un tour de montagne russe. Bon bah tout à l'heure. Ils se rendent à la citadelle basse de Verdun, au cœur de ces galeries souterraines. Un monument que vous avez classé en 3e position. Quand on parle de Verdun, ce n'est pas forcément le premier endroit auquel on penserait pour partir en week-end. Pourtant, détrompez-vous, on peut y faire des découvertes pédagogiques et historiques très enrichissantes. Et c'est Virginie, directrice de l'Office de tourisme, qui sera votre guide. Ici, on est à la citadelle haute, au bastion de la Reine, qui domine toute la ville de Verdun et qui a été construite au XIIIe siècle. Car la citadelle de Verdun se compose de 2 niveaux, la citadelle haute et la citadelle basse. Alors si on est sur la partie haute, où est la basse? À 20 mètres plus bas, vous avez la porte des Cornichons qui va amener à l'entrée de la citadelle souterraine. Mais ne vous y trompez pas, aucune porte ne ressemble à un cornichon. C'est juste l'entrée d'un lieu de mémoire incontournable de la Grande Guerre. Creusées à la fin du 19e sous 20 mètres de roche, ces galeries ont surtout joué un rôle majeur pendant la bataille de Verdun en 1916. D'abord destinées à protéger les civils, elles vont aussi servir de base arrière à près de 5000 soldats, les fameux poilus. C'est ce que nous explique Pierre Lenard, un amoureux du site. Ces hommes qui vont sur le champ de bataille, il faut aussi qu'ils reviennent ici se refaire une santé. Et alors qu'ils avaient connu l'enfer, ils vont avoir ici un havre de paix, puisqu'ils vont être à l'abri des coups. Cet abri prend même des allures de petite ville souterraine qui s'organise avec ses dortoirs, son infirmerie et même une boulangerie qui fonctionne à plein régime 24 heures sur 24. Il fait très très chaud, hein, les boulangers sont là torse nu, il y en a 200 à peu près, et qui vont fournir pratiquement le pain pour tous ces soldats, plus de 28 000 pains par jour. Alors ces soldats reçoivent une boule de pain de 600 grammes et il faut qu'elle dure entre 8 et 10 jours. 10 jours pour l'équivalent de 3 baguettes, autant dire pas grand-chose pour nourrir correctement un poilu. Si la nourriture est comptée, en revanche, les soldats peuvent écrire autant qu'ils le souhaitent à leur famille. Et parfois, c'est un pigeon voyageur qui remplace le facteur pour des missions héroïques. Le plus célèbre d'entre eux est le pigeon baptisé Vaillant. Et pour cause. Ce pigeon va arriver ici mourant, il a traversé les gaz, etc. Il va mourir, mais il va délivrer son message. Et ce pigeon va être honoré, va être décoré comme un simple soldat. Au lieu d'avoir la Légion d'honneur, il va obtenir la bague d'honneur. Décoré comme un héros, ce pigeon est même devenu le personnage d'un célèbre dessin animé du même nom, tenant entre ses ailes le destin de la France. La bête de tout petit poton Valentine. Et pour défendre la France, les soldats de la Grande Guerre devaient avoir bien du courage. Alors, pour remonter le moral des troupes, on a même pensé à installer un petit théâtre où les plus grandes stars de l'époque viennent se produire. Mistinguett, Maurice Chevalier. Les murs résonnent encore de leur chanson guillerette et si douce au cœur des soldats. Cité à l'Ordre national de la Légion d'honneur en 1916 pour avoir tenu tête à ses assaillants, la citadelle reste un lieu de souvenir fort pour les touristes. C'est super de pouvoir garder une mémoire et de ne jamais oublier ce qui s'est passé, quoi. Comme je suis ukrainienne, pour moi c'est très intéressant de voir les choses comme ça parce que chez nous on n'a pas ça. C'était mieux de ne pas y vivre comme ça. C'est mieux le temps là. Pas être comme à la guerre parce que c'est triste. Et le garçonnet n'a pas tort, car la guerre a été particulièrement violente à Verdun, à tel point qu'un acte très symbolique témoigne de cette période.
C'est dans la citadelle de Verdun qu'on décida en 1920 de choisir le soldat inconnu. On entreposa 8 cercueils et on demanda à Auguste Thym, soldat et fils de soldat, de choisir un de ces cercueils. Auguste Thym désigna le 6e cercueil en souvenir du 132e régiment auquel il appartenait. Attention, petit exercice de calcul mental. On additionne 1 plus 3 plus 2 et on obtient 6. Cet hommage suprême a été immortalisé au cinéma dans le film La vie et rien d'autre avec Philippe Noiret dans le rôle principal. Et c'est ici, juste au-dessus de la citadelle souterraine, que certaines scènes du film ont été tournées. Ancienne garnison militaire, la citadelle haute est inhabitée depuis 2009. Si vous avez le temps d'y flâner, vous allez pourtant tomber nez à nez avec de drôles de locataires. Allez, hop, on sort. Ah bah il a... Allez, voilà. Ils servent à l'entretien en fait, tout simplement. Et donc c'est eux qui mangent toutes les herbes, les mauvaises passé herbes. une convention avec un éleveur qui nous met des moutons et quelques chèvres. Un procédé original pour entretenir la citadelle, car contrairement aux apparences, le lieu mérite amplement d'être entretenu. On trouve ici quelques trésors, comme les vestiges d'une abbaye datant du Xe siècle. Cette abbaye était très connue en Europe puisque des moines importants sont venus ici travailler, comme par exemple Dom Pérignon, qui est bien connu pour avoir découvert la méthode champenoise. Oui. Si Dom Pérignon a fait ses classes ici, à partir du XVIIe siècle, les moines vont céder la place aux militaires. Les casernements sont construits pour accueillir des centaines de soldats. Aujourd'hui, la citadelle haute n'accueille plus de garnison. Elle abrite une espèce en voie de disparition. Ça y est, on commence à les entendre. C'est le petit kiki. Voilà. Christophe Borel est chiroptère, comprenez spécialiste des chauves-souris. J'ai peur. Faut pas avoir peur, avec leur sonar. Ouais, c'est juste, c'est impressionnant en fait, quand elle vous arrive dessus. Le grand rhinolophe est une espèce qui est globalement en voie de régression. Et ici, en Lorraine, de par l'implantation des anciennes structures militaires, comme les citadelles Vauban ou les forts serrés de Rivière ou la ligne Maginot plus tard, on a le maintien de très belles populations de cette espèce de chauve-souris. Rassurez-vous, les chauves-souris ne sont pas au programme de la visite. En revanche, n'hésitez pas à venir découvrir en famille cette citadelle chargée d'histoire et qui reste un lieu de mémoire incontournable pour les jeunes générations. Je vous propose une nouvelle fois, si vous le souhaitez, de jouer avec notre grand jeu France 2. À la clé, la somme de 2000 €. Mais pour cela, il faut répondre correctement à la question suivante. Dans quelle ville se trouve la citadelle souterraine que vous venez de voir? 1. Verdun, 2. Nancy. Envoyez vite 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou téléphonez au 36 32. Attention, vous avez 5 minutes pour jouer. Le tirage au sort vendredi récompensera l'heureux gagnant. Reprenons notre classement et découvrons le monument placé en seconde position. Connaissez-vous la chanson de Bernard Lavilliers, Le buffet de la gare de Metz, qui racontait l'atmosphère enfumée et étrange de ce lieu ouvert très tard la nuit? Car si le chanteur l'apprécie particulièrement à la nuit tombée, c'est à la lumière du jour que vous apprécierez son architecture et sa décoration. Surtout, vous y verrez une ancienne signalétique sculptée dans la pierre. Une chope de bière indiquait la salle à manger des 3e classes et une coupe de champagne, celle des premières. Chaque jour, 25 000 personnes traversent les couloirs et le parvis de la gare de Metz. Et vous, êtes-vous déjà passé par là? Et si c'est le cas, vous êtes-vous déjà arrêté pour regarder autour de vous? À cause des trains, ils viennent rapidement, donc on se dépêche pour y aller et on n'a pas le temps d'admirer l'extérieur ou l'intérieur. On y passe beaucoup trop rapidement et qu'on ne s'arrête pas assez souvent pour la contempler. Si certains voyageurs n'ont pas pris le temps de jeter un œil, vous allez voir que d'autres, plus avisés, ont déjà eu le réflexe de contempler la gare et ses détails. Je considère que c'est un des derniers monuments qui a été fait comme une cathédrale. C'est très gothique et ça ressemble plus à un monument historique qu'à une gare finalement. On a une impression grandiose en fait de puissance. Une impression de puissance que l'on ressent dès le premier regard posé sur sa façade. Avec ses 300 mètres de long, sa tour horloge de 40 mètres de haut
La gare de Metz est un édifice unique en France, un monument classé historique que vous avez placé en 2e position. Sabine, directrice de l'Office de tourisme de la ville, est sous le charme de cet ouvrage exceptionnel. Ce qui me plaît dans l'architecture de cette gare, c'est qu'elle est véritablement prodigieuse. À travers ses grandes dimensions, c'est une gare d'envergure. Et en même temps, lorsqu'on s'approche, on découvre qu'il y a énormément de sculptures, des sculptures qui racontent la vie des hommes et la modernité. Raconter la vie des hommes et la modernité, c'est toute l'ambition de Guillaume II, empereur allemand qui a fait construire cette gare. Maître d'œuvre de cet édifice construit en 1905, il veut en faire un site d'exception à l'architecture totalement inattendue. Christiane, historienne, est toujours admirative du travail de Guillaume II. Cette façade de la gare a ce site particulier, d'abord, qu'elle a un aspect tout à fait religieux. On a l'impression d'avoir là un transept d'église romane. Et même, on a toute la grammaire décorative des grandes cathédrales des bords du Rhin. La démesure de l'architecture se poursuit même jusqu'à l'intérieur, où l'empereur a voulu copier les cathédrales. On voit des vitraux, et donc on est vraiment dans une atmosphère presque religieuse, ce qui est quand même tout à fait unique dans son genre et disons unique en France. Compte tenu de la fonctionnalité du lieu. Et la mégalomanie de l'empereur ne s'arrête pas là. Guillaume II ne recule devant aucune extravagance. Ainsi, il fait même construire un petit palais sur l'un des quais. Eh bien Sabine, je vous invite à entrer dans ce lieu tout à fait particulier de la gare, en quelque sorte les coulisses, mais quelles coulisses tout à fait prestigieuses. Direction les appartements privés de l'empereur, un lieu interdit au public. Colonnes sculptées, escaliers en marbre, dorures, l'empereur ne se refusait rien. Nous sommes dans la grande salle où Guillaume II, lorsqu'il arrivait de train, recevait les notables, où il se reposait avant d'aller soit dans son château, le château qu'il avait acheté à Urville, soit passer la revue de ses troupes. Vous serez pourtant surpris d'apprendre que ce lieu ne servait que ponctuellement à Guillaume II. Mais rien n'est trop grand ni trop beau pour l'empereur mégalo, comme le prouve ce vitrail géant. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. C'est aussi Guillaume II dans l'apparence de Charlemagne. Il suffit de regarder les yeux du personnage. Ces yeux, ce sont les yeux de Guillaume II. On ne peut pas dire que la ressemblance soit frappante, mais Charlemagne était une référence pour Guillaume II. Cela n'a pas empêché pour autant l'empereur de donner à cette gare des allures de château fort, où encore une fois, on trouve des références à Charlemagne à travers son neveu, le célèbre Roland de Roncevaux. Le Roland, dans les villes d'Allemagne, c'est l'image d'un protecteur. On a voulu, à Metz, avoir un Roland protecteur. L'empereur, lui aussi, veut jouer ce rôle de protecteur auprès de la population. Et si l'on se plonge dans les détails situés sur les façades, on découvre des petites sculptures qui évoquent les progrès sociaux acquis sous son règne. Il s'agissait de montrer combien l'Allemagne était en avance quant aux problèmes sociaux. Par exemple, l'assurance maladie, ici la médecine du travail, tout ça c'était parfaitement réglementé, alors qu'en France on avait un petit peu de retard en la matière. Et pour conforter sa supériorité sur la France, l'empereur veut une gare moderne. Un ascenseur permettait déjà aux militaires de décharger leur matériel, et les premiers quais adaptés aux handicapés ont été réalisés. Il faut dire qu'ils étaient destinés à une seule personne, l'empereur lui-même. Guillaume II était paralysé d'un bras, il ne pouvait pas monter tout seul sur son cheval. Il installa un quai bas pour pouvoir faire amener son cheval à la hauteur d'homme pour pouvoir l'enfourcher. Un siècle plus tard, les chevaux ont laissé la place à l'un des trains les plus connus au monde. Malgré l'aspect novateur de ce transport ferroviaire, la gare construite sous Guillaume II n'a pas eu à évoluer pour s'adapter. Emmanuelle, la patronne des lieux, nous raconte. Quand le TGV était arrivé, finalement, il n'y a pas eu besoin de recréer de nouveaux accès, de nouvelles infrastructures dans des souterrains spécifiques, parce que le flux de voyageurs pouvait complètement être absorbé par la structure actuelle de la gare. Effectivement, depuis sa création, peu de choses ont bougé dans cette gare. C'est le cas des sous-sols, qui sont particulièrement préservés. Un lieu interdit au public et très symbolique de l'histoire de ce monument. Ici, on va voir sur les murs des petits dessins qui nous rappellent que pendant la guerre, les populations du quartier, ou peut-être des gens qui travaillaient en gare, sont venus se réfugier pendant les alertes et pendant les bombardements. C'est toujours très émouvant de voir ces dessins et
Ça nous rappelle peut-être la difficulté du moment. Des lieux chargés d'émotions qui rappellent aussi les heures noires de l'occupation allemande. Donc là, nous sommes devant un abri qui servait pendant la guerre et qui servait aussi de cachot. Un cachot dans lequel le plus grand chef de la résistance française aurait été incarcéré pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors une des légendes de la gare nous dit que Jean Moulin aurait pu être enfermé peut-être à un moment dans son transfert avant d'être déporté vers Lyon. Autant d'histoires qui font la richesse de ce monument. Une chose est sûre désormais, si vous passez par Metz, vous ne prendrez plus le train de la même façon. Vous avez été des dizaines de milliers à voter sur France2.fr pour défendre et soutenir vos monuments. Le résultat est là. Vous avez élu la place Stanislas à Nancy comme votre monument préféré en Lorraine. The place to be, la place où il faut être. C'est ce que pensait aussi le roi polonais exilé en France, Stanislas Lesinski, le beau-père du roi Louis XV, dont la statue trône au centre et à qui l'on doit justement cette place grandiose. Conçu en seulement 3 ans. Son architecture se veut classique, même si les nombreuses grilles dorées à la feuille d'or qui limitent la place sans la fermer valent à Nancy son surnom de ville aux portes d'or. Au cœur de la ville de Nancy, ce n'est pas juste un bâtiment, mais bien une place tout entière qui arrive en première position, la place Stanislas. Une place qui a pris le nom d'un ancien roi de Pologne qui fut l'arrière-grand-père de 3 rois de France, rien que ça. Inauguré en 1755, cet ensemble unique d'architecture néoclassique est une gigantesque œuvre d'art. Pour Florence, qui a grandi ici, c'est même bien plus que ça. J'adore cette place, elle fait partie de moi, elle fait partie de mon ADN, comme de quasiment tous les gens d'ici. Il y a une lumière irremplaçable et c'est un endroit convivial. La place, ici, elle est incontournable. Quand il fait beau, c'est ici qu'il y a le soleil, toute la journée en terrasse. Si cette place est incontournable pour les habitants, c'est tout simplement parce qu'elle est située en plein centre de la ville. N'est-ce pas, Sophie ? Comme la place Bellecour à Lyon ou encore la place des Quinconces à Bordeaux, la place Stan, comme on l'appelle parfois à Nancy, est vraiment le lieu de rendez-vous. Si vous voulez donner un point de rencontre à un Nancéen, c'est sur la place Stanislas. Il y a encore quelques décennies, ce lieu de rendez-vous tant apprécié et estimé par ses habitants avait pourtant un tout autre visage. Il y a eu un parking jusqu'en 1983, c'est-à-dire jusqu'à son classement à l'UNESCO. Fort heureusement, les parcs-mètres et les places de stationnement goudronnées ont laissé place aux pavés en pierre qui ont contribué à lui restituer sa véritable identité. Tout autour de la place, des sculptures plutôt classiques font bon ménage avec une œuvre qui, à l'inverse, est plutôt ostentatoire. On est devant un des exemples rococo ou rocaille absolument parfait, qui vient tempérer le classicisme de la place en général. Cette amphitrite, on a dit qu'elle avait été dessinée à partir de portraits de la marquise de Boufflers, qui était la maîtresse de Stanislas. Il paraît que le confesseur de Stanislas détestait cette fontaine, la trouvait impudique. Le pauvre confesseur a dû s'étrangler en entendant cette autre histoire qui concerne une autre statue, celle de Stanislas lui-même. D'aucuns se demandent peut-être ce qu'il indique avec son doigt. En fait, il montre l'Arc de Triomphe. Simplement, au XIXe siècle, il y avait une version un peu moins respectueuse qui disait qu'il indiquait le quartier des Maisons Closes. Stanislas, personnage le plus important de la ville, qui possède même une statue à son effigie, ce n'était pas gagné d'avance. Déchu de son titre en Pologne, il doit son arrivée à Nancy à un événement inattendu. Louis XV va lui demander la main de sa fille Marie. Ce mariage royal arrange bien les affaires de ce cher Stanislas, d'autant que cette union va plutôt bien fonctionner. Michel, une amie de Florence, nous la raconte à sa manière, plutôt imagée. Allez, raconte. Comme elle était assez jolie fille, qu'elle avait toujours vécu sainement, tout de suite son mari l'a trouvée à son goût et immédiatement il l'a mise dans son lit. Et comme c'était une bonne jument, et que lui était un percheron à la hauteur et qui était assez actif à l'horizontale, si je puis dire, ils ont eu de beaux enfants et ça a permis d'assurer une dynastie qui était tout à fait intéressante. Une jument et un percheron qui vont enfanter pas moins de 10 enfants, dont l'un, Louis-Ferdinand de France, sera le père de 3 rois de France, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X.
En plus de plusieurs souverains, la France doit à Stanislas une spécialité inattendue. C'est à seulement quelques dizaines de mètres de la place que vous trouverez la personne la plus indiquée pour en parler. Yvain est chef cuisinier et l'invention de Stanislas, c'est un gâteau. Alors il paraît que c'est ici qu'on mange les meilleurs babas. Faut goûter avant de dire ça, Florence, on va y aller. Vous avez bien entendu, Stanislas est le père du baba au rhum. Enfin, du baba tout court. Car le rhum serait plutôt une idée de pâtissier parisien. Stanislas, lui, préférait une autre boisson. Sur la fin de sa vie, on sait qu'il avait perdu ses dents et on raconte qu'il a imbibé sa babka avec le vin de Tokai, qui était son vin préféré. Et de là, c'est développé une tradition dans l'aristocratie de manger cette brioche imbibée de ce vin moelleux. La babka de Stanislas est un gâteau bien connu dans sa Pologne natale. Et de babka à baba, il n'y a qu'un pas. Alors celui d'Yvain est-il bon? Florence saura le babaromètre. Alors Florence, ça vous plaît? Quand je ne dis rien, c'est que c'est très bon. C'est vraiment très bon. J'aime tous les gâteaux. Le baba au rhum. Après ce petit délice, Florence va encore se faire plaisir, d'une toute autre manière. Elle se rend dans un endroit qui ravirait n'importe quel Nancéien. Car Thierry est un des rares privilégiés à habiter place Stanislas. Voilà Florence, ça c'est ma vue. En effet. Extraordinaire, magnifique. Je ne me lasse pas de cette vue. Ah, je comprends. C'est beau le matin, c'est beau le soir, c'est beau tout le temps. C'est beau l'hiver, c'est beau l'été. C'est d'autant plus agréable depuis que la place est piétonne, puisque voilà, on est là en pleine ville et on n'a pas un bruit. Donc c'est vraiment un petit endroit miraculeux. Paradis, oui. C'est un paradis dans le paradis. Un paradis qui, à la nuit tombée, revêt ses habits de lumière pour un moment féerique. Rendez-vous place Stanislas, c'est tout l'été et c'est une bonne façon d'admirer cette fierté nancéienne. Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés. Avant de nous quitter, je vous propose un rappel des monuments sélectionnés et de ceux que nous retrouverons demain à la même heure sur France 2. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et à demain. Ce n'est pas un, mais deux monuments que vous avez choisi d'envoyer en finale le 20 septembre. La citadelle de Besançon en Franche-Comté et la place Stanislas à Nancy en Lorraine. Ces sites remarquables rejoignent les monuments que vous avez élus en début de semaine, à savoir la piscine de Roubaix dans le Nord-Pas-de-Calais, le palais Bénédictine en Haute-Normandie et le phare de Cordouan en Aquitaine. Demain, Stéphane Bern vous proposera les 6 monuments en compétition de la région Picardie. Au programme, la cathédrale d'Amiens, la cité souterraine de Naour, le familistère de Guise, l'abbaye de Valloire, le domaine de Chantilly et le château de Pierrefonds. Mais un seul d'entre eux accédera lui aussi à la grande finale du monument préféré des Français 2014.